Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est déjà 23 heures et vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons commencé par poursuivre. Non, nous avons commencé à arpenter les couloirs des rêves et ce soir, nous allons continuer sur ce chemin, cette fois-ci, en nous appesantant sur les cauchemars. Et une fois de plus, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote, qui est le concepteur de l'émission, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Laura Gatt, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors ce soir, on parle des cauchemars. Ah oui, on va parler des cauchemars, ce que ça présente comme danger ou bien avantage, c'est pas moi quoi. Mais parlant de couches de nuit et des nourritures nocturnes. Voilà, parce que les gens s'en plaignent beaucoup et ils nous recommandent d'en parler. D'accord. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est bien à la demande du public, c'est-à-dire à votre demande, chers téléspectateurs, parce que c'est pour votre plaisir que nous nous asseyons ici tous les mardis. Alors, nous allons passer 90 minutes ensemble. C'est avec la chronique qui va se dérouler en deux parties. Vous aurez la réflexion et bien sûr la page pratique. Spécialement, ce soir, nous avons préparé une page pratique pour vous. Le prochain arrêt, c'est la chronique. Je vous prie de bien vous installer. On se retrouve juste après. Métaphysique. Les cauchemars présentent-ils un danger? Notre aventure métaphysique sur les rêves et cauchemars continue pour parvenir au décryptage des cauchemars. Il peut vous arriver de faire un rêve pénible avec un réveil en sursaut, directement être frappé par l'anxiété à l'extrême. Vous n'êtes pas la seule personne à en être sujet. De tels cas concernant beaucoup de gens partout dans le monde existent. Mais avant de dire comment éviter ces moments pénibles de votre existence, voyons d'abord ce qui cause les cauchemars. En règle générale, les gens pensent que les cauchemars sont juste de mauvais rêves. La croyance populaire essaie de faire croire que de tels rêves désagréables sont une réponse psychologique ou émotionnelle de l'esprit humain face aux événements angoissants du genre la mort d'une personne qu'on aime, la terreur psychologique ou psychique provoquée par une scène d'accident ou par le fait d'assister de visuel à un crime odieux, etc. Lorsqu'on se met à ces stades, les rêves se passent d'un autre genre. Cela engendre souvent un traumatisme émotionnel, créant chez le rêveur une grande angoisse, une peur inexpliquée, alors qu'il n'en est rien. D'ordinaire, c'est juste des rêves classiques dont certains ont pour origine des effets secondaires de quelques drogues. Alcool, médicaments, boissons gazeuses, sucreries ou colorants outre les additifs alimentaires toxiques, produisant des déchets qui vont surcharger le côlon gros intestin suite à une indigestion chronique avec en prime une constipation opiniâtre. Que dire encore? Quel que soit le degré de la peur qu'ils peuvent provoquer, ces rêves relèvent de ce qu'on nommerait cauchemar mineur. Le cauchemar signifie que notre cerveau est en phase avec les informations qui s'y accumulent. Selon qu'il est capable de les assimiler normalement, qu'il serait possible à la personne de se souvenir de ses rêves. Dans la plupart des cas, c'est plus les cauchemars qui sont faciles à relater au réveil. S'empêcher de faire des cauchemars ou de rêver, c'est empêcher le cerveau de faire d'un de ses travaux régaliens. Si tel est votre cas, cherchez à réfléchir sur ce problème et en parler à vos amis pour votre réconfort ou consulter un parapsychologue. Alors, nous voici de retour sur notre plateau, Le Monde Inconnu. Alors, professeur, aujourd'hui, vous nous parlez du cauchemar. Pour commencer, quelle différence faisons-nous entre les rêves que nous avons vus la dernière fois et le cauchemar aujourd'hui? Bon, disons, on décrivait les rêves tout simplement parce que tout le monde est censé rêver ou il est recommandé, sinon nécessaire à ce que tout le monde rêve.
afin que l'activité cérébrale au niveau du monde, du moins de la dualité qui existerait entre le monde physique et le monde immatériel, que cela puisse se réaliser dans les conditions normales, ce qui prouverait le bon fonctionnement de l'organisme et de tout un chacun. Alors, rêver aussi excessivement ne serait pas bien, tout comme ne pas rêver du tout n'est pas bien. Bon, mais il y a des gens qui rêvent presque jamais. Ou alors, ils ne disent jamais qu'ils rêvent. Bon, ils n'ont jamais constaté qu'ils rêvaient, donc ils se souviennent de rien de leur nuit de sommeil. Alors que le cauchemar, c'est quelque part quelque chose qui est reconnu comme étant chevauchant entre deux aspects. Un aspect où ça relate tout simplement une activité du cerveau qui est en rapport avec ses souvenirs antérieurs ou bien du moins de la vie passée, ou qui est en rapport avec des situations qui sont en rapport, elles aussi, de son quotidien, ou qui concernent le mode de vie qu'on mène. Parce qu'à boire trop de médicaments, on perturbe aussi son système psychique, et ça peut provoquer certains dérèglements. Et ces dérèglements peuvent être de nature à provoquer aussi d'un côté ou d'autre part des cauchemars. De même, manger certaines nourritures. De toute façon, tout ce qui met le corps en inharmonie vis-à-vis de lui-même, alors entraîne des perturbations qui, au bout de celles-ci, toute une mécanisation fonctionnelle dans la double dualité de la vie de l'individu peut se retrouver aussi perturbée. Dans ce cas, on fait des cauchemars mineurs. Ces cauchemars ne sont pas de nature, même si ça fait peur, de nature à se traduire à quelque chose de précis, et c'est se voulant, disons, dangereux. Voilà, parce que lorsque un cauchemar est véritablement cauchemar, et souvent, dans les cas d'espèce, les femmes qui rêvent qu'on les couche la nuit et que le matin, elles perdent sa grossesse de 3 mois, elles commencent à débiter le sang et puis, fin de compte, elles se retrouvent à l'hôpital. Je crois quand même que c'est un cauchemar dangereux. Bon, elle ne pensait pas perdre sa grossesse, elle n'avait pas peur de quoi que ce soit, donc elle n'avait pas été affectée psychologiquement par une circonstance quelconque qui a fait qu'au cours de ce début de grossesse, elle se met à se poser la question, est-ce que la grossesse là ira jusqu'à terme? Non, elle n'a aucun problème, mais malheureusement, un certain monsieur ou une certaine femme, souvent même c'est les gens de même sexe, qui viennent l'enculer et puis, paf, le lendemain, sa grossesse commence à faire des problèmes jusqu'à ce qu'elle avorte. Professeur, tout à l'heure, vous aviez fait allusion au cauchemar mineur en disant que cela peut être dû à notre façon de manger, à notre hygiène de vie en général. Bon, est-ce que les couches de nuit ou alors les nourritures de nuit pourraient être aussi des conséquences de notre mauvaise hygiène de vie? Ou alors c'est forcément des cauchemars, des cauchemars qui prédisent quelque chose de pas très, très bon? Oui, il peut. Parce que ne dramatisons rien. Allons sans utiliser des méthodes à sensation dans notre communication. Donc, soyons objectifs en disant on peut développer la couche de nuit rien qu'en vivant d'une certaine manière, une manière non hygiénique. On peut développer des couches de nuit et ces couches de nuit en question sont semblables que des couches de nuit provoquées par des mécanismes de la magie noire qui partent des personnes haineuses, des personnes méchantes. Mais les couches de nuit du genre sont juste des couches de nuit. Ça ne peut pas avorter quelqu'un, sauf si vous êtes habité par une grande peur par la suite. C'est une couche de nuit, vous avez fait l'amour avec
un succube, un incube, ou je sais pas moi quoi, avec une personne malveillante qui essaie de porter dans vos rêves. Je crois, bon, mais je peux aussi dire que vous avez fait l'amour avec personne. Vous avez fait l'amour avec l'imaginaire du désordre de votre organisme qui attire des vibrations négatives et lesquelles vibrations passent par votre subconscient et le subconscient interpelle votre cerveau qui enregistre un rêve qui en fait n'est que un cauchemar, mais un cauchemar mineur, donc qui ne représente aucun danger. Alors, professeur, comment pourrait-on différencier quand nous rêvons, quand nous réveillons le matin? Comment est-ce qu'on peut savoir que bon, cette nuit, j'ai fait un cauchemar mineur, ou alors le cauchemar que j'ai fait était mineur et celui-ci était majeur, si on peut dire ainsi. Oui. Bon, mais disons, tous les cauchemars qui font peur ne sont pas forcément des cauchemars majeurs. S'il y a des cauchemars qui font peur, tout simplement parce qu'on venait de se réveiller avec, on a sursauté, mais après, on lance un soupir. Ah, enfin, je rêvais seulement. Parce que si, par exemple, vous aviez un procès en cours et que vous rêvez qu'on est venu vous menotter avec des policiers accompagnés du créancier et qu'on vous amène à la cour pour vous condamner. Alors, en cours de route, vous vous battez pour qu'on vous laisse, il n'y a pas moyen. Ou alors, au moment où ils arrivent, tu commences à courir. Alors, tellement tu cours que tu ne cours pas. Mais ton cœur bat fort et qu'on va m'attraper. Tu crois être attrapé jusqu'au moment où, quand on veut t'attraper, tu sursautes et tu te réveilles. Alors, tu vas souffler, tu dis, merde, je vais faire comment avec ce dossier-là? La dette, là, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, alors, est-ce que c'est un cauchemar, franchement, majeur, alors? C'est-à-dire dangereux. Ah, mais non, vous êtes endetté, il faut payer la dette, mais il n'y a pas moyen de le faire. Ou alors, vous avez les moyens, mais la mauvaise foi étant là, de temps en temps, vous revivez la scène de comment il peut arriver qu'un jour on vous arrête. Et là, ce cauchemar, c'est un cauchemar. Mais ce n'est pas un cauchemar d'autant à le décrire comme celui qui serait le cauchemar qui avorte une femme grosse, comme je venais de le dire dans mes propos du début. Donc, je crois qu'on peut déjà, avec ces deux exemples, distinguer deux sortes de cauchemars et établir souvent seul lequel de cauchemar on vit souvent. Est-ce que le bon cauchemar, parce que le bon, c'est celui qui, tu vas souffler après. Ah. Parce que quand on était enfant, peut-être que tu n'as pas fait tes devoirs à l'école et que tu arrives en classe, au cours d'un rêve, on est en train de taper sur les autres enfants et ton tour, tu l'attends. Tu vois comment on avance vers toi et tout cela dans le rêve, tu commences à uriner dans l'habit parce que, à l'école primaire, oui, parce qu'on va te taper bientôt. Alors, brusquement, tu te réveilles. Tu constates que tu as fait pipi au lit. Parce que la peur d'être tapé par... Et puis le matin, on va se moquer de toi que tu as fait pipi au lit. Alors qu'au fait, parce que tu rêvais, qu'on va te taper avec le maître pour n'avoir pas fait ton devoir. Ton devoir. Voilà. Mais professeur, tout à l'heure, vous nous aviez dit que il y avait des cauchemars mineurs. Vous aviez pris l'exemple des couches de nuit qu'on peut faire juste par rapport à notre mauvaise hygiène de vie. Mais est-ce que ces cauchemars, ce genre de couches de nuit, par exemple, seraient sans danger pour celle-là ou bien celui-là qui vit ses rêves dans la nuit? Oui, mais attendez, si l'enfant n'a pas été tapé finalement, quand il se réveille, il a fait pipi au lit, tant mieux. Bon, mais on ne l'a pas tapé, parce qu'il rêvait seulement. Alors qu'au moment où il rêve, il est dans une situation où la peur d'être bastonné l'habite tellement qu'il urine et il est conscient qu'il est en train d'uriner parce que d'habitude, quand on le tape, il fait tout pipi en classe.
c'est-à-dire mouille son habit et par le coup de fouet, du fouet, il finit par mouiller son habit. Alors, le même phénomène se produit finalement quand il est en train de rêver ce qui lui arriverait si jamais il n'aurait pas fait, ce qui serait de rêve, comme s'il n'avait pas fait son devoir et qu'il était dans la crainte d'être tapé. Alors donc là, c'est un bon cauchemar parce qu'en fait, ça n'a pas été dangereux finalement, puisque il se sent soulagé d'être réveillé. Peut-être qu'il allait dormir sans se réveiller pour longtemps et être en retard à l'école. Là encore, ça aurait été un autre problème. Peut-être c'est ce que son subconscient l'interpella à faire en disant « Lève-toi, l'heure a sonné pour aller à l'école ». Bon, c'est ce que lui rêve. Mais en termes d'inversion, il voit plutôt l'école directement étant en salle de classe et que n'ayant pas fait ses devoirs. Et pourtant, même au moment où il fait ses rêves, il a fait son devoir. Donc, il n'en est pas question du tout. Il va aller en classe, il aura fait les devoirs. Tout peut arriver, non qu'on le tape pour n'avoir pas fait les devoirs. Peut-être qu'on peut le taper pour n'avoir pas bien fait son devoir, pour avoir fait de faute ou quoi, c'est pas moi. Donc, il y a donc le rêve en question qui était un cauchemar, l'a amené à se réveiller tôt pour aller à l'école. Et que c'est à cela que je dirais que ce n'est pas un rêve dangereux, ce n'est pas un cauchemar dangereux. Contrairement à l'autre personne qui, dans son cauchemar, avorterait. Le lendemain, il sera obligé d'aller à l'hôpital. Donc là, c'est un problème. Parce que tout sauf que sa grossesse ne sorte. Parce qu'en fait, ça peut bien être que ces bébés, on l'a tellement désiré. Voilà. Professeur, vous nous parlez dans votre chronique, au niveau du dernier paragraphe, vous nous avez dit que si il vous arrivait de ne pas rêver ou alors s'empêcher de faire des cauchemars, c'est synonyme d'empêcher le cerveau de faire l'un de ses travaux régaliens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Il y a des organes qui se reposent pendant la nuit. Il y en a d'autres qui ne se reposent pas. Par exemple, le poumon ne se repose jamais. L'estomac doit se reposer. C'est pourquoi il ne faut pas trop manger le soir. Et le cœur ne se repose jamais. Mais aussi, le cerveau est de temps en temps interpellé. Alors, ne pas rêver peut être synonyme de refuser à votre cerveau cette sorte d'interpellation qui peut être un fait pour ce cerveau, parce que le corps, dans certaines parties du corps, du moins certains organes, ont une double dimension, donc vivent une certaine dualité, une dimension qui les met en rapport avec le monde sublime, le monde supérieur, ou les mondes supérieurs, et un autre rapport qui les laisse interner en soi. Donc le cerveau qui est en contact avec le subconscient, le supraconscient et tout ça, a besoin d'être revivifié par certains messages qui viendraient de l'au-delà pour pouvoir l'amener aussi à fonctionner tant de jour que de nuit. Parce que dans ce double fonctionnement se trouve la dualité de pôle positif et de pôle négatif qui accompagne cet organe pour son équilibre. Alors, donc, ne pas rêver ou alors ne pas vouloir rêver pourrait créer des dysfonctionnements ou alors des troubles au niveau de notre cerveau? Bon, alors, on peut ne pas refuser de rêver. Peut-être qu'on peut chercher à rêver sans le pouvoir, mais pas refuser de rêver, on peut toujours. Mais sauf que cette manière de communiquer fait en sorte qu'on attire l'attention des gens qui rêvent difficilement ou qui rêvent presque jamais, ils ne constatent jamais qu'ils rêvent, que ce serait aussi nécessaire qu'ils s'entraînent à rêver.
Parce que la vie n'est pas que faite de la lumière, elle est aussi faite de l'obscurité, des ténèbres, quoi. Alors, dans la lumière, les choses se passent aussi de manière identique que dans l'obscurité. Et de ces faits, dans l'obscurité, il faut nourrir les organes qui ont pion sur eux pendant qu'il fait noir, qu'il n'y a plus de lumière. Il faut les nourrir. Les nourrir, c'est avoir envie de les voir fonctionner. Et là, le cerveau doit fonctionner. Bon, mais maintenant, est-ce qu'à ne pas fonctionner entraînerait une situation dramatique? Là, au stade de mes recherches, je n'oserais pas me prononcer sur quelque chose que j'essaie d'expérimenter sur moi-même. Quand je fais 1 semaine, 2 semaines sans rêver, je ne vois pas en cela un problème. Mais sauf que je refuse que je ne le fasse pas continuellement, c'est tout. Voilà. D'accord. Donc, je crois que nous sommes rassurés de savoir que ne pas rêver ne serait pas aussi alarmant que ça. Donc, je vais proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique. On se retrouve juste après pour la suite des questions. C'est quoi le cauchemar? Comme le rêve est un phénomène externe à la personne qui rêve, il provient donc d'un esprit démoniaque. Mais cela est faux lorsqu'il s'agit d'un cauchemar traditionnel où la situation n'est pas classique et pas vraiment angoissante. Justement, l'angoisse intervient lorsqu'il s'agit d'un rêve diligenté par quelqu'un de méchant. Celui-ci y va par envoûtement à travers des pratiques de la magie noire. Toutefois, de ces pratiques, il y va dégager des vibrations que nous avons qualifiées de démoniaques. Il s'agit d'un tri sélectif des déchets iodiques, par exemple, qui vont s'activer dans le corps. Ceux-ci, toutefois, ayant atteint le chuchisme, finiront par s'accumuler au niveau du subconscient afin de retomber dans la zone de la basse mémoire du cerveau. C'est à ces stades que ces déchets, en s'évacuant, vont provoquer des cauchemars menaçants. Cela va se passer suivant que la force du mécanisme de la magie noire du méchant en ait eu effet. Au cas contraire, le cauchemar sera sans incidence réelle et ne demeurera qu'un rêve classique sans aucun danger. Selon que la puissance de ces vibrations soit mineure, le cauchemar sera d'effet mineur, d'ordre classique. Mais si la pesanteur des dites énergies se manifeste le plus puissamment possible, le cauchemar sera plus soutenu, redoutable et débouchant à un danger plus ou moins évident. On dirait que le rêve est justement une activité psychique normale lorsque le corps se repose. Au cours du sommeil ou de ce fameux repos, l'organisme libère une tension corporelle au travers du champ magnétique où se baignent toutes nos angoisses, ce qui suscitera une manifestation ou une sensation de gêne suivant la pesanteur vibratoire de la force magnétique qui s'y dégage. L'énergie ainsi libérée va plus ou moins agir avec une extrême vigueur sur le subconscient. C'est ce qui va donner une quelconque nature au rêve. Et ceci deviendra un cauchemar. Alors, professeur, on revient avec nos questions et rappelons à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de nous envoyer des messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de leur petit écran. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de précéder ces numéros par le plus 237. Professeur, tout à l'heure, vous n'aviez fait le commun des mortels. On se dit généralement que le cauchemar, c'est c'est quelque chose de malsain, ce sont des esprits mauvais qui voudraient nous déranger et tout ce que cela. Mais quand on suit la deuxième partie de votre chronique, vous parlez à un moment donné des énergies qui, lorsqu'elles sont plus fortes, font en sorte, alors le fait qu'elles soient plus fortes révèle un cauchemar aussi plus soutenu. Alors, est-ce à dire que le commun des mortels a tort de penser que le cauchemar serait une attaque d'un esprit malveillant ou bien de nos voisins qui ne nous
aiment pas. Oh, mais justement, j'ai dit que c'est une manipulation. Vous savez, il y a des choses que lorsqu'on prépare une émission comme celle-ci, on évite de mettre l'accent sur ça. Il y a des techniques pour rendre la vie de quelqu'un invivable et qui passe par l'envoûtement provoquant des cauchemars. C'est ce que je décris là. Donc je décris en parlant des vibrations qui vont entraîner une certaine énergie et mettre en exergue ou bien en fonctionnement une énergie. Donc ces vibrations viennent du fait de la pratique d'un méchant qui fonde son dévolu, sa jalousie, son esprit démoniaque sur un individu donné ou sur un groupe d'individus, à les faire rêver des choses qui les font peur. Et dans le même temps, à agir même en eux, comme dans le cas de cauchemars qui rentrent dans le cadre des couches de nuit, où l'individu qui est en train de faire ça, fait ça de façon à entrer en contact, du moins à faire en sorte que les vibrations mises en branle se matérialisent et posent l'acte sexuel de façon à voir le spermatozoïde sur soi pendant qu'on se réveille le matin alors que vous dormiez seul, que la porte était fermée et que vous n'êtes même pas marié. Vous n'avez pas de voisine de lit. Vous n'avez pas de voisine de lit et puis votre ami avec qui vous avez fait la grossesse n'est pas de la ville. Donc il n'y a aucune chose qui puisse faire en sorte que vous retrouvez dans cette situation que vous dites, qu'il soit dit que peut-être que vous avez oublié la porte ouverte ou quelqu'un a dû utiliser le double de la clé alors que vous avez verrouillé la porte de façon à ce que personne de l'extérieur ne peut accéder à la chambre. Donc ces choses-là existent par le biais de l'envoûtement qui passe par la magie noire. Et c'est des pratiques qui sont telles que vous êtes enculé ou bien vous êtes en relation sexuelle normale pendant que vous êtes seul dans la nuit dans votre lit en train de dormir. Alors ça, c'est donc ça qui provoque donc et qui fait dire que on excite un champ vibratoire parce que dans le monde cosmogonique, pour ne pas dire mystique, il n'existe pas le temps ni l'espace. Il n'existe pas l'espace, c'est-à-dire que à la vitesse de la pensée, vous pouvez vous retrouver dans une ville lointaine. De même, à la vitesse de la pensée, vous pouvez agir. Vous pouvez attaquer quelqu'un à la vitesse de la pensée, comme si la personne était à côté et vous étiez en train de la toucher. Donc, il n'y a pas de temps qui limiterait quoi que ce soit, ni l'espace, lorsque on fait office dans ce monde-là. C'est de ça qu'il est question dans la chronique, voilà. Alors, mais puisque nous sommes entrés de plein pied dans les cauchemars qui relèvent de la magie noire, alors quels seraient donc les impacts des couches de nuit ou alors des nourritures que nous mangeons dans la nuit sur la vie de la victime? Alors, donc, puisque c'est des actes posés par des méchants, ce serait donc pas des rêves du genre cauchemar mineur, comme on venait de dire à la première partie de notre chronique, mais c'est des choses maintenant qui se concrétisent parce que ça se matérialise en même temps. Ça se concrétise, pourquoi? Parce que la personne qui fait ça, ou les gens qui sont derrière ça, sont porteurs d'une formule qui se mécanise en des vibrations qui marchent. Et qui marche, pourquoi? Parce que qui fonctionne. Parce que marcher, c'est pas que ça marche, que ça les pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne tel qu'on l'a voulu. Comme dans un match de football, quelqu'un peut dire que bon, on va gagner 5-0, bien que notre équipe ne soit pas si forte. Et on réussit à gagner 5-0 en attachant les autres joueurs
attaché donc entre guillemets, c'est-à-dire en faisant en sorte que au cours du match, les joueurs en question se sentent lourds. Ils se déplacent difficilement vers le ballon. Et la rapidité des autres, dont le poids de l'envoûtement ou alors de la pratique est propulsé leur énergie, fait en sorte qu'ils sont toujours les premiers sur les balles et le résultat est là. Alors c'est ce genre de situation qu'utilisent donc des personnes qui envoûtent d'autres dans le cadre de provoquer en eux des cauchemars. En fait, le mot cauchemar ici, j'ai essayé de le décrire comme étant un phénomène qui libère, du moins qui vient des vibrations qui viennent toucher l'individu et provoque au niveau de la basse mémoire du cerveau un mécanisme. Et c'est ce mécanisme-là qui fait en sorte qu'on se rende compte qu'on a été touché cette nuit. Et c'est cela qui va donc être... on va baptiser, on va donner un nom à ça. On va dire, bon, j'ai fait un cauchemar. Bon, sans quoi on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Parce que les personnes qui passent par là n'ont pas les possibilités d'attaquer des gens sans qu'ils ne s'y rendent compte. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire des voltées d'envoûtement. Vous pouvez mettre à disposition un champ magnétique qui touche un individu donné ou un groupe de gens sans que ces personnes-là ne rêvent et sans qu'ils ne se rendent compte. Par exemple, vous plantez quelque chose dans la cour du voisin ou bien dans les limites de son terrain et vous dites des paroles de méchanceté ou d'enchantement à l'objet. Lorsque vous faites ce rituel, personne n'est au courant. Et il est possible que les gens passent tout leur temps sans même rêver quoi que ce soit. Mais puisque c'est une force qui se dégage quand même, un voyant peut vous alerter en me disant qu'on a planté quelque chose chez vous. Donc, d'ici peu, ça va commencer à agir. Et là, vous vous dites que mais ces gens-là, ces petits charlatans-là, ils n'ont rien à voir à dire, raconter souvent. Ou ils veulent me faire peur ou quoi. Bon, c'est la même chose lorsque vous volez la chose d'autrui et que quelqu'un porte un avertissement à votre égard en disant, à l'égard de tous ceux qui sont dans son entourage, que celui qui reconnaît d'avoir touché à ma chose doit me remettre cela dans les meilleurs délais parce que je vais me fâcher et je vais faire quelque chose. Dans le bantou du Bassa dont je suis originaire, on dit il va faire le njik, donc Anyek njik. Donc il va bénir la folie ou bien je ne sais pas moi quoi, propulser une énergie de folie qui va s'affoler sur l'individu qui est commis ce forfait. Alors, mais les gens vont dire ça, c'est des histoires. Mais si c'est une histoire que tu as tué quelqu'un et que on bénit ça pour que non seulement tu dois mourir, mais que tous tes enfants meurent, il y a des risques que c'est tes enfants qui commencent par mourir d'abord avant toi-même. Et là, quand tu enterres 2, 3 enfants, jusque-là, tu dis, bon, mais ils sont morts. Bon. Lorsque tu seras au 4e enfant au cours d'une même année, alors là, tu vas commencer à réfléchir que qu'est-ce qui arrive. Mais tu ne sauras pas se remettre en cause en disant j'ai dû faire quelque chose, il faut que je me réavise vite avant que je ne meure moi-même. Voilà, avant qu'il ne soit tard. Alors, mais professeur, tout à l'heure, vous nous aviez donné en quelque sorte les caractéristiques de la couche de nuit. Qu'est-ce qu'il en est des nourritures nocturnes que nous mangeons? Quand on se réveille le matin, comment est-ce que cela se manifeste sur notre corps? Les gens qui mangent la nuit, beaucoup d'entre eux se réveillent avec un ventre ballonné.
et tellement indisposés qu'ils ont besoin d'avaler quelques gadgets pour retrouver l'équilibre. Donc, ils ont besoin de prendre des médicaments pour retrouver l'équilibre. Et là, c'est des pratiques expressément faites, parce que sachant que quelqu'un va prendre le médicament, il va s'embourber davantage. Parce que encore, si vous vous purgez, vous pouvez avoir plus d'aisance à le faire que de vouloir boire des médicaments. Alors, c'est un empoisonnement, la nourriture de nuit. C'est un empoisonnement qui a pour but de détruire son ennemi dans le temps et dans l'espace de manière progressive. Cet empoisonnement peut amener à ce que quelqu'un décède à partir du début du jour de cet empoisonnement jusqu'à son décès, il compte des années. Alors là, il finit tout son argent dans les hôpitaux, parce que l'hôpital ne voit pas ces choses, les médecins ne sont pas formés pour ça, ça ne relève pas de leur domaine, ils sont formés pour de la matière inerte. Et lorsque on a en face des Maccabées dans une université, on ne voit pas la vie, on voit un cadavre qu'on a défait et on vous parle des parties du corps. Vous avez toute l'anatomie, mais vous n'avez pas la bioanatomie ou bien la psychie, l'anatomie, comment je peux appeler ça, c'est-à-dire le côté subtil du cœur, le côté subtil du cerveau, le côté inanimé de ces parties du corps. Mais vous avez tout de ces parties du corps, vous les touchez du doigt, vous les palpez, on vous explique le nombre des neurones, on peut même les détacher et vous dire combien de kilomètres ça peut faire les neurones d'un être humain, 12 000 kilomètres, l'ensemble des vaisseaux sanguins et tout, on t'explique tout ça. Bon, tout ça c'est pour remplir ton cerveau. C'est ce qu'on dit souvent, que vous avez un cerveau très plein, mais mal fait. Alors, mais après, la personne qui est dans une situation d'envoûtement doit s'en sortir. Et c'est pour cette raison qu'elle part à l'hôpital, ne part pas à l'hôpital pour qu'on lui raconte les histoires, pour qu'à la fin on lui dise qu'il est condamné. Non. La personne donc va se retrouver dans un tourbillon. Par contre, tout a été orchestré de nuit. La nourriture a été donnée. Il faut lui faire vomir ça. Ça peut être la chair humaine, que lui-même il dit qu'on lui a fait manger la chair humaine. Et que depuis ses rêves ou depuis ce cauchemar, il n'a plus jamais recouvert la santé. Alors il peut boire maintenant les médicaments pour faire quoi? Pour qu'il vomisse la chair humaine là. Parce que là, la question se pose. Pour les cartésiens, les gens qui ne croient pas qu'il existe la nuit, ils ne voient que pour l'existence le seul jour où la lumière est aveuglante, les accable les yeux, ne les permet pas de voir plus loin que le bout de leur nez, continuent à douter. Voilà où nous en sommes avec les nourritures de nuit. Tout comme je disais, des cauchemars qui sont portés sur la couche de nuit et vous avortez. De même, les aliments que vous consommez dans la nuit peuvent vous entraîner à avoir l'ulcère d'estomac, peut vous provoquer un cancer d'estomac pour avoir eu à mal se soigner par la suite. Voilà. Mais professeur, est-ce que le commun des mortels que nous sommes, est-ce qu'il est forcément obligé d'aller voir peut-être un initié, un pratiquant, un praticien pour savoir que, en fait, pour qu'on puisse diagnostiquer que nous sommes victimes de nourriture de nuit et peut-être nous guérir? Est-ce qu'il n'y aurait pas des symptômes qui pourraient, sans toutefois qu'on ne soit initié, nous faire comprendre que, attention, il y aurait une éventuelle possibilité de manger dans la nuit? Mais non, mais on ne peut pas dire que vous allez manger dans la nuit. On ne peut que constater que vous aviez mangé dans la nuit, puisque c'est vous-même qui le dites. Personne n'est en train de dire, c'est-à-dire, ce n'est pas le voyant qui vous rappelle que vous avez mangé dans la nuit, sauf si vous avez oublié. Et que vous êtes en séance de voyance, qui est une sorte de scanner, d'ailleurs le meilleur des scanners du monde. Bon, qui fait faute seulement lorsque
on est en phase avec un charlatan, mais qui va vous rappeler que souvent vous faites des cauchemars, vous faites des couches de nuit, des nourritures de nuit. Alors là, ça vous rappelle que certainement, et peut dire votre problème est né suite à cela. Bon, il va vous faire vomir des choses que vous allez voir, que vous avez vomi des choses que vous ne devriez pas vomir, sans que cela ne soit fait de manière hallucinante. C'est-à-dire, il peut vous faire boire une potion que il va composer devant vous, il n'y a rien dans la potion que de l'eau, peut-être des feuilles des plantes. Comme à l'Ars, on filtre. Devant vous, il vous dit de boire. Vous buvez, vous vomissez peut-être quelque chose qui ressemble à un bébé, mais pas un bébé, une chair scintillante comme d'un aspect qui ressemble à un mollusque. Bon, ça vous fait même peur. Mais c'est cette chose-là qui était dans vous et que ce n'est pas vraiment du cinéma. Vous ressentez à partir de ce moment-là que tous les hôpitaux que vous avez faits et tous les autres marabouts que vous avez consultés avant, personne n'a pu vous enlever cette histoire qui vous calait au niveau de la poitrine et qui remontait au niveau de la gorge de temps en temps. Et puis, paf, vous vous êtes libéré pour longtemps. Vous pouvez en être libéré même des années durant. D'accord. Mais professeur, entre-temps, avant, on est victime de nourriture de nuit, de couches de nuit. Maintenant, avant, disons, votre mort, comment est-ce que se manifeste? Alors, comment est-ce que ces personnes qui sont victimes de couches de nuit et de nourriture de nuit vivent-ils? Parce qu'on a l'habitude d'entendre dire que les couches de nuit ou alors les nourritures de nuit ont aussi pour but de vous bloquer, d'obscurcir votre étoile et tout ce qui va avec. Donc, la vie de ces personnes-là avant leur mort, comment est-ce qu'elle se déroule au point où peut-être on puisse à un moment se dire, mais attends. Non, ne confondons pas les choses. Il y a des blocages. Par exemple, un enfant fait ses examens, fait le baccalauréat peut-être 10 fois sans réussir. Bon, il entre à l'université, il n'évolue jamais, il reste il fait du surplace. Mais lorsque il peut aller se faire soigner, c'est là qu'on constate que les notes qui sont vraies, soit au niveau de baccalauréat, c'est relevé des notes, et il y a eu erreur, que toutes les fois qu'il a fait le bac, il a réussi. Bon. Et il peut arriver de même que la première année de l'université, tout était bien, mais il n'a pas pu continuer. Voilà. Parce qu'il était bloqué. Et là, on n'a pas besoin qu'on mange la nuit ou qu'on puisse être enculé dans la nuit. Là, c'est d'autres genres de cauchemars que vous faites qui n'ont rien à voir avec les couches de nuit ni des nourritures de nuit. C'est en fait ce qui avait été dit lors de l'édition de la semaine dernière. Que vous pouvez avoir des cauchemars qui sont de nature occulte à vous freiner, à vous empêcher d'avoir de la réussite professionnelle ou scolaire et même d'avoir une réussite sur le plan sentimental. Soit vous vous mariez, votre épouse décède, soit vous ne vous mariez même pas, soit vous vous mariez, mais il y a toujours des problèmes dans votre ménage. Soit vous n'arrivez pas à faire des bébés, soit vous faites des bébés qui sont toujours malades, et d'aucuns même sont infirmes. Ainsi de suite, c'est des phénomènes que vous pouvez vivre au même moment que les autres, dans leur cauchemar, vivent autre chose. Vous vivez des signaux, mais que vous êtes toujours en train de courir à gauche, à droite, dans le topo que le blanc est venu avec, parce que nous, on a cessé d'être noirs le jour qu'on nous a dressés mentalement. Bon, nous sommes devenus des assimilés, sans être blancs ni noirs, nous sommes là. Bon, comme on dresse un chien, vous savez, le noir est un dressé intellectuel, donc il doit faire tout ce qu'on lui demande sans
se pose la question, 1 plus 1 ne peut-il pas donner 1? Pourquoi 2? Non, on ne se pose pas cette question parce que c'est indigne d'un homme civilisé. Voilà. D'accord. Donc, ils sont nombreux qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut se protéger ou alors se prémunir des cauchemars, des couches de nuit ou des nourritures nocturnes. À cette question, nous avons apporté une réponse. Je vous propose la réflexion, du moins non, la page pratique. Oui. La page pratique qui viendra après la réflexion. Qui viendra, c'est vrai, qui viendra après la réflexion. Donc, on va d'abord prendre la réflexion et ensuite, on va répondre à cette question parce que je sais que vous êtes nombreux. Je vois vos messages où vous nous demandez comment faire pour éviter nourriture nocturne et tout le reste. C'est la réflexion et on se retrouve juste après. Au Moyen-Âge, on les chassait, parfois même on les brûlait. De tout temps, dans la croyance populaire, les sorciers et sorcières traînent une réputation sulfureuse. Jeteurs de sorts, adeptes de magie blanche ou noire, ils seraient à l'origine de terribles maléfices ou de sortilèges d'amour. Loin de l'image d'Harry Potter, le sorcier d'aujourd'hui se fond dans la masse et reste toujours très courtisé par ceux qui voient en lui le dernier recours magique pour transformer leur vie. Les sorciers sont parmi nous et il y en a des milliers. C'est un peu monsieur tout le monde, si vous voulez. La sorcellerie est transclasse sociale. D'où le fait que ça se déroule aussi bien en campagne que dans les salons lambrissés, chez les politiques, que chez l'épicier du coin ou chez le boulanger du coin, ou en milieu ouvrier. Le sorcier a des pouvoirs mystérieux. Il inspire la crainte, manipulerait les forces du mal et le monde de l'occulte pour arriver à ses fins. Les pouvoirs d'un sorcier, c'est la capacité d'agir sur l'environnement humain, de détraquer le fonctionnement des machines, agir sur l'inanimé. Mais il peut agir aussi sur l'animé, créer des maladies chez quelqu'un, lui créer des obsessions, faire en sorte qu'il agisse à l'encontre de ses propres intérêts, lui ou ses proches. Pourquoi pas? Pour jeter ses sorts, le sorcier dispose d'une panoplie d'outils. Grimoire, formules magiques, filtres d'amour transmis de mage en mage dans le plus grand des secrets. On peut à la fois apercevoir des formules d'envoûtement ou de désenvoûtement, dont certaines remontent, pourquoi pas, à la Renaissance. On peut trouver aussi des objets qui peuvent être utilisés déjà dès le Moyen-Âge ou attestés comme tels, par exemple des poupées d'envoûtement. Dans le sud de la France, à Hyères, Carmen officie comme sorcière. Pas de nez crochu, mais une trousse d'accessoires de magie et surtout un grand pouvoir de persuasion. Je peux bien sûr faire du mal comme je peux faire du bien. Quand on est sorcière, on fait les deux. Mais moi, j'adore faire du bien. J'aime beaucoup. Moi qui tiens le pouvoir des pouvoirs et la force suprême, je vous donne ordre de quitter ces lieux et d'accomplir ma volonté et mes ordres tels que je vous les ai dictés et commandés. Dans le hit parade des envoûtements proposés par les sorciers, l'amour reste forcément en première place. We are granted the gift of fire, spirit, love, healing, all the magical arts. Protéger ou accroître un patrimoine affectif. C'est l'envoûtement d'amour, c'est-à-dire la personne qui se refuse à vous alors que votre vie en dépend, vous êtes éperdument folle amoureuse, donc voilà, vous faites en sorte qu'il vous succombe, ou voilà, votre homme a fiché le camp et pareil, votre vie en dépend, vous faites en sorte qu'il revienne au bercail. Ça s'appelle un retour d'affection. Et oui, tout comme Françoise, qui fait appel à ce sorcier pour que son mari retrouve les premiers élans amoureux et qu'il rentre définitivement à la maison. Le grand moment est venu où l'être aimé va revenir à tout jamais vers toi. Pour cela, tu vas prendre ta main droite et tu vas piquer ici, à cet endroit, quand je te dirai « pique ». Pense à l'être aimé. Pique, enfonce. Il aura l'impression que ça vient de lui.
Voilà, ce ne sera pas une tentative de manipulation de ma part, ou du moins elle ne sera pas décelable. Et partout dans le monde, on fait appel aux sorciers. En Russie, c'est même devenu une véritable institution. La civilisation russe, c'est une civilisation qui est marquée par les croyances ancestrales. Évidemment, cette tradition des sorcières, elle existe bel et bien, et les chefs d'entreprise, ils proviennent leur réconfort dans les bras de sorcières qui sont souvent jolies. Cet homme d'affaires russe vient consulter une sorcière censée le sortir d'un très mauvais pas. Le mauvais sort qui est en toi, je vais l'enlever, je vais le trancher. J'avais une affaire qui a fait faillite, et moi je me suis effondré. On m'avait jeté un mauvais sort. Des banquiers qui étaient au bord de la faillite sont venus me voir. Et après m'avoir consulté, ils ont récupéré tout leur argent. Mais la profession de sorcier n'est pas de tout repos. L'univers de ces mages est régi par des lois strictes. Pour entrer en connexion avec un monde occulte, le jeteur de sorts doit se soumettre à un rythme de vie draconien. Les rituels de sorcellerie sont très contraignants. On agit à certaines heures, souvent des heures nocturnes, impose des rituels de purification, pré- ou post-opératoire. On fume pas, on boit pas, on mange léger, pas de viande, abstinence sexuelle, ça c'est une règle. Donc voilà, ce genre de choses, des fois ça peut durer l'espace d'une lunaison. Alors nous sommes de retour sur notre plateau du monde inconnu. Professeur, moi j'aimerais savoir, j'ai vu au niveau de la réflexion le retour d'affection et beaucoup d'autres choses. On peut croire à ce qu'il faisait? Ah, mais c'est le blanc qui dit. Le blanc nous a dit, nous quand on était petits, on nous disait que la magie n'existe pas et même la sorcellerie. Et cela était dit tous les dimanches à l'église catholique, où j'étais adepte à l'époque. Et avec le temps, avec un peu de recul, j'ai constaté que dans ces églises, on faisait des exorcismes. Donc on imposait les mains, on chassait les mauvais esprits, disait-on. Et donc on était en train de combattre la magie et la sorcellerie. Alors je me suis posé la question, mais attends, de qui ces gens-là se moquent-on? Bon, alors donc moi, c'est ça les choses qui m'ont incité à cet éveil de conscience en disant, mais attends, mais il y a des choses que les gens veulent nous cacher et ils font ça. Il faut aller vers ces choses. Le résultat, c'est ce que je ramène à... Je voudrais que, à travers ce que nous avons baptisé rubrique réflexion et évocation, qu'on essaie d'amener les gens à comprendre que nous n'avons pas été civilisés finalement, mais nous avons été abrutis. Parce que ceux qui nous civilisent, et ils font des pratiques qui chez nous, on a considéré comme étant des pratiques d'obscurantisme, c'est-à-dire barbares, primitifs et tout. Alors que aujourd'hui, on a des vidéos qui expliquent combien depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, ces pratiques n'ont cessé d'exister et que le retour d'affection lorsque votre époux vous met dehors ou bien lorsque vous le mariez, comme dans le cas de la dame qui est allée consulter, on lui dit que la statuette, il faut qu'elle pique à un endroit précis et puis l'autre emporte bénédiction pour que son époux regagne le foyer. Alors, quoi du mal à faire ça? Si c'est que tu ne forces pas l'amour, et entre guillemets, c'est ton époux, vous avez fait des enfants, vous avez un mariage coutumier et en même temps peut-être civil, et que le mec peut-être a une petite mamie nyanga, l'a embobiné quelque part, et comme vous n'avez plus la poitrine d'avant, l'autre en a, alors le mec il ne veut plus regagner la maison. Alors vous allez un peu le secouer en disant ne dors pas toujours là-bas, dors, viens aussi dormir ici. Mais est-ce que pour ça, c'est pratique, le retour d'affection par exemple, est-ce que c'est sans danger, sans conséquences néfastes pour le mari
pour qui on le fait, ou alors pour la femme qui va demander, dans le cas d'espèce bien sûr, qui va demander à ce qu'on fasse revenir son mari? Alors, il y a des dangers, ça dépend. Parce qu'il n'y a pas de médaille sans revers. Alors, pourquoi votre mari vous a quitté? Ou pourquoi votre épouse ne veut plus rester avec vous? Est-ce que votre mariage était sous l'emprise de comment on appelle, de feu de paille, ou bien il y a une autre expression qu'on utilise souvent, ça part toujours, ça fait partie des éléments d'Alzheimer qui bon, donc il faut provoquer le retour d'affection après diagnostic. Bon, alors là je m'explique. Si par exemple quelqu'un venait à me consulter, il me dit, bon, écoute, ma femme ne veut plus revenir vers moi. Moi, je vais procéder par une étude d'affinité. C'est-à-dire que j'aurai besoin de la date de naissance de la dame et son nom, que je vais mettre en comparaison avec le thème du mari aussi, passant par le nom et sa date de naissance, en m'appuyant sur la première année de naissance. Là, j'ai déjà le genre de mariage qui doit divorcer ou pas. Bon, là, il n'est pas question de coup de foudre, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Dans ces cas, puisqu'il n'y a pas de coup de foudre, puisqu'il y a peut-être des petits remous, des remis-ménages, on peut les régler avec un retour d'affection normal, sans qu'il y ait de conséquences. Bon, mais maintenant, si d'abord c'est un coup de foudre qui avait une durée déterminée, parce qu'il y a des coups de foudre de courte, de moyenne et de longue durée, pour avoir un coup de foudre de 20 ans. Vous êtes avec votre époux ou votre épouse durant tout le temps, ne sachant pas qu'à telle période elle va partir. La période arrive, elle part. Et elle part peut-être même vivre avec un homme moins âgé que toi et même moins âgé qu'elle. Et se sentir à l'aise, s'épanouir, comme si elle est rentrée à la phase puberte. Donc c'est maintenant qu'elle connaît sa puberté et elle s'épanouit. Alors si dans la voyance on constate que la personne s'épanouit étant là-bas, alors le genre de retour d'affection qu'on doit faire, c'est d'harmoniser cette relation puisque ça a des enfants. Pour que ça ne provoque pas une cassure totale qui va complètement déséquilibrer psychologiquement les enfants. Et là, dans ces cas, c'est la voyance qui peut aider à mener une action juste. Il n'est donc pas question de recevoir des gens comme des clients, alors que leur vie peut être en danger en les recevant comme ça, sans procéder par une étude métagnomique, donc par la voyance. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, le retour d'affection serait différent du charme. Oui, bon, mais le retour d'affection, c'est le charme. Mais sauf que vous charmez une personne qui était ultérieurement acquis à la cause de la relation et qui aujourd'hui ne l'est plus. Voilà. D'accord. Donc, on va revenir sur nos cauchemars parce que les messages, les questions, la même question revient. Comment, ou alors, que faut-il faire pour éviter de se retrouver dans la situation de couche de nuit ou alors de nourriture nocturne? Bien sûr, nous restons dans le cadre des cauchemars majeurs. Donc, que faut-il faire pour éviter cela? On répond à la question à travers la page pratique qu'on a préparée pour vous. Page pratique. Comment lutter contre les cauchemars? Les cauchemars s'avèrent être une manière quasiment fréquente des attaques provenant des mauvaises personnes qui agissent contre autrui. Ces personnes sont animées par la jalousie, l'animosité, la malveillance, la haine, etc. En règle générale,
Elles sont pratiquants de magie noire dans le but de provoquer un avortement chez une quelconque femme, victime de mauvais rêves, de couches de nuit, ou de rendre fou une personne donnée, de faire licencier quelqu'un de son boulot, de provoquer un blocage scolaire chez un élève ou étudiant, d'empoisonner une personne à travers des repas ou de couches de nuit au cours du sommeil, de faire des travaux forcés à quelqu'un pour lui rendre malade, ou de provoquer du rhumatisme chez une personne donnée, etc. Ceci passe par un rituel d'une efficacité redoutable, très puissant pour provoquer des cauchemars comme étant l'un des sortilèges les plus plébiscités, plus faciles à provoquer contre une personne qu'on veut faire du mal. Cela est une énergie de charme qui devient très facile à utiliser pour infecter vos ennemis dans la nuit, diffuser en cauchemar les plus terrifiants chez ceux derniers. Parce que les nuits de celui-ci seront très agitées, les visions cauchemardesques vont se multiplier et il en sera épuisé jusqu'à l'atteinte de sa psychologie. Si vous voulez vous mettre au-dessus de vos cauchemars, nous vous proposons cette petite recette. À la tombée de la nuit, vous serez le maître de jeu contre ces sortilèges. On ne devra plus vous manipuler durant votre sommeil. Utilisez les feuilles sèches d'eucalyptus associées aux feuilles de cèdre. À les brûler, la fumée de ces deux plantes va fumiguer les lieux d'habitation, chambres à coucher par exemple. Cela va purifier ces lieux naturellement et totalement. Au même moment, utilisez les feuilles de basilic fraîches plus un oignon, le tout malaxé jusqu'à obtenir une pâte. Mélangez ceci dans un seau d'eau. Y versez un peu de parfum et un savon de choix. Se doucher avant d'aller au lit. En fin de compte, cette pratique va stopper vos cauchemars au bout de quelques séances. Alors, je crois que vous aviez eu la peine de prendre quelques notes et que vous allez essayer à la maison les astuces qu'on a pu vous délivrer ce soir pour vous prémunir des cauchemars, des couches de nuit et des nourritures nocturnes. Et je vais donc, bien entendu, avec la permission de la technique, on va prendre vos messages et y apporter des réponses. C'est le SOS des téléspectateurs. Alors, le premier message nous vient de Sadrak. Comment peut-on se réconcilier avec un parent en colère contre nous au moment de son décès? C'est Sadrak qui nous écrit. Alors, quand le père est mort, il est mort. Il fallait se réconcilier avant son décès, pas au moment de son décès. Si quelqu'un est dans un lit de l'hôpital et que vous vous faites maudire, au moment de l'assister, vous ne le faites pas, vous vadouillez, vous vagabondez. Vous allez à gauche, à droite, vous vous foutez de ces douleurs. Et qu'en mourant, il meurt mécontent. Alors, ça sera un peu compliqué. Les travaux peuvent être cependant par rachat. C'est passé à sa tombe. Mais là, il faut que ça soit fait par des initiés, des personnes qui sont censées à faire ce genre de travaux, pour savoir si, après ce travail, vous avez mérité le pardon. Parce qu'il est question d'aller plutôt se recueillir dans le but de demander pardon. Bon, maintenant, est-ce que le degré de... comment je peux dire? La faute commise? Oui, même pas la faute, mais le mécontentement, quoi, le degré de mécontentement de papa ou de la personne en mourant a été évalué pour savoir si c'est là où il faut vraiment un initié, quelqu'un qui va vous guider
sur d'abord comment vous préparez pour que soit cette personne vous accompagne, soit vous alliez seul. Mais souvent, il faut que la cérémonie soit faite par quelqu'un qui maîtrise ce genre de travaux occultes pour que cela vous soit bénéfique. D'accord. Voilà. Donc, juste pour rappeler à nos téléspectateurs que nous ne prenons pas des appels à l'antenne. Les appels se font hors antenne, c'est-à-dire après l'émission à partir de demain matin. Alors, quelle est réellement la nature du nous dans notre rêve, c'est-à-dire qui est cette personne qui nous représente dans notre rêve? Le message n'est malheureusement pas signé. Alors, nous sommes nous dans nos rêves comme nous sommes nous pendant que nous vivons. Je l'ai beaucoup de fois rapporté ici en disant que nous, ce n'est pas la carcasse qu'on habille la veste, c'est comme j'ai mis une veste ce soir, ou qu'on peint. Comme les demoiselles, vous faites des peintures sur vous, jusqu'aux ongles. Là, ce n'est pas nous là-bas. Là, c'est la carcasse. C'est comme vous avez une jolie voiture, mais vous-même, vous êtes hyper tendu, vous avez l'AVC et tout. Et vous êtes assis dans la voiture. Est-ce que vous pouvez conduire bien cette voiture? Personne ne sait. Mais vous conduisez quand même, puisque vous la déplacez. Alors, c'est comme ça qu'il faut éviter que le nous là soit handicapé. Parce qu'on peut avoir un joli corps, mais derrière ce joli corps habite une mauvaise âme. Quelqu'un qui est porté à faire que du mal toute sa vie. Mais à voir ce monsieur ou cette dame, elle est tellement bien physiquement, c'est-à-dire une bonne caricature d'une beauté angélique. On a besoin de l'approcher, alors qu'à l'approcher, on est en danger. Voilà, donc je pense que c'est ça la réponse. Alors, Patrick voudrait savoir comment faire pour se souvenir de ses rêves à son réveil. Alors là, il faut qu'il s'entraîne à le faire. Les techniques sont multiples, mais il faut qu'on sache comment il dort, pour savoir comment il peut même déjà rêver, afin de lui donner un conseil sur comment faire pour se souvenir de ses rêves. Mais ce n'est pas évident. Moi, j'ai dit dans la chronique que les rêves qui sont faciles à se rendre compte qu'on ait rêvé, c'est les rêves qui sont liés à un cauchemar. Rare des cas que vous ayez fait un cauchemar et que vous ne vous en souvenez pas. Mais si c'est un rêve classique, d'ordinaire, vous perdez toujours le fil. Vous pouvez commencer une histoire au moment de vous réveiller. Si vous n'écrivez pas votre rêve, à peine une heure après, vous n'avez plus le message de ces rêves dans votre tête. Il s'en va. D'accord. Alors, un autre message qui n'est malheureusement pas signé. Voir une personne décédée nous parlant dans son sommeil, est-ce un rêve ou un cauchemar? Là, c'est un rêve. C'est un message. Ça ne doit pas faire peur. Au contraire, ça montre combien vous devez être en harmonie avec vous-même par rapport à votre environnement, parce qu'en fait, c'est un bon message. C'est pas parce qu'on rêve quelqu'un qui est mort qu'il y a la mort dans la famille, non. Par contre, si vous rêvez que vous êtes à une cérémonie où vous ne savez pas si c'est un deuil ou quoi, il y a tellement de monde. Là, ça peut catégoriser le fait à quelque chose de pas bien, un deuil qui s'annonce. Voilà. Mais si vous voyez le corps de quelqu'un couché, surtout la personne que vous connaissez, si cette personne-là est vivante, ça se traduit que la personne d'abord déjà ne va pas mourir. Si c'est une personne qui est morte depuis, c'est une bonne nouvelle de renouvellement des choses dans la famille. Voilà.
Alors, bonsoir, j'aimerais savoir quelle différence y a-t-il entre cauchemar et rêve. Et pour nous qui sommes à Yaoundé, comment faire pour rencontrer le professeur? C'est Salmon qui nous écrit depuis Yaoundé, bien sûr. Bon, les gens partent de Paris pour le Cameroun. Peut-être me rencontrer ou rencontrer d'autres personnes qui parlent à la télé comme moi. Donc, il y a aussi des Camerounais qui partent du Cameroun pour Paris. Yaoundé, c'est pas aussi loin que ça. Bon, moi, je n'aime pas aller à Yaoundé parce que les gens à Yaoundé font de faux rendez-vous. Bon, non seulement vous avez des charges de voyage à supporter, mais il faut le dire à l'antenne. Mais vous avez un phénomène, c'est qu'on ne vous appelle même pas pour dire « je ne viens pas ». Même quand vous êtes à Yaoundé, que vous êtes en train d'attendre quelqu'un, la personne ne s'amène pas. Alors cette habitude-là, c'est chiant, parce que le week-end, on va dire que c'est le week-end, mais si vous partez un jeudi à Yaoundé pour revenir peut-être un samedi, et que toute la journée de jeudi, personne n'est arrivé, vendredi non plus, même samedi, et vous retournez à Douala, peut-être une semaine après, avant que la personne ne vous appelle pour vous dire que, bon, mais écoutez, oh là là, j'étais vraiment occupé et tout, alors c'est gênant. Bon, donc, les gens de Yaoundé vont souffrir à attendre que, si par hasard on est à Yaoundé, on se voit. Sinon, ils vont venir à Douala. D'accord, et Salmon voudrait également savoir quelle est la différence que l'on fait entre un rêve et un cauchemar. On a dit l'autre jour que le cauchemar était, pardon, le sommeil et le songe, c'est ça? Un rêve et un songe. Un rêve et un cauchemar. Ah mais non, le rêve c'est le rêve, le cauchemar c'est le cauchemar. On a essayé de dire ça tout à l'heure. Vous rêvez peut-être que de bonnes choses, vous rêvez comment vous avez été en famille, vous rêvez votre petite amie avec qui vous avez fait l'anniversaire dans un restaurant un soir, le soir de son anniversaire. Bon, alors, ces rêves-là, c'est bon, non? Bon, mais un cauchemar, c'est lorsque la police vous suit, ou bien on vous a menotté, et vous êtes sous le regard des gens du quartier, vous froissez le visage et vous refusez que vos yeux ne croisent les yeux des gens qui admirent la scène. Alors, je crois qu'à cet instant précis, vous êtes mal à l'aise. Bon, mais si d'aventure vous sursautez de ce rêve-là parce que réveillé brusquement, alors vous aviez un soupir où vous dites merde, donc c'était pas si grave, je rêvais tout simplement. Bon, donc le cauchemar c'est aussi ça. Voilà. D'accord. Alors, on a un téléspectateur qui nous écrit, je ne sais pas si c'est une dame, mais toujours est-il qu'elle voudrait savoir ce qui se passe. J'ai des couches de nuit tous les jours et après mon réveil, j'ai des égratignures entre les jambes. Oui, mais c'est ce que je disais, que certaines de ces couches de nuit sont téléguidées. C'est ce que j'ai dit des méchants, des personnes qui font dans la magie noire. D'autres parce qu'elle veut procéder une personne qu'elle n'arrive pas à coucher avec en journée et la nuit passe à l'acte, quoi, par des pratiques de ces formules de magie noire et réussit donc à poser l'acte. Et là, vous vous rendez compte au réveil qu'il s'est passé quelque chose sur votre corps. Donc, il y a ça. Il y a aussi que la dame qui pose cette question, elle peut être en face d'une maladie qui couvre son corps, qui est à l'intérieur de son organisme, et qui se signale sous forme de cauchemar pour l'interpeller à faire une auto-détoxication. Donc, elle est intoxiquée par des médicaments, par des nourritures malveillantes, elle a pris du poids de manière anormale. Et là, les rêves qu'elle fait sont, comment on peut appeler ça, un message du subconscient qui te dit attention. Oui, qui te dit attention, il se passe quelque chose dans ta vie a changé, donc attention. D'accord. Alors, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe pour celui-là qui rêve et dont les rêves ne se réalisent pas? Alors, ça veut dire qu'il faut interpréter ses rêves.
C'est qu'il rêve message codé. Il faut les décoder. Il faut les décoder, c'est tout. D'accord. Alors, François de Yaoundé, j'ai l'habitude de faire des rêves où je vois quelqu'un perdre la vie et quelque temps après, quelqu'un dans mon entourage meurt effectivement. Mais la personne qui décède dans les rêves n'est jamais la même dans la réalité. Est-ce une forme de cauchemar et est-ce mauvais de faire de tels rêves? Non, non. Ça, c'est les rêves prémonitoires. C'est le genre de rêve qui détermine que la personne qui rêve comme ça doit élaborer un temps de mouvement, son corps, pour que elle se redimensionne afin de conquérir, du moins de déstabiliser les forces que la personne a, qui sont à l'état latent, qui l'empêchent d'aider les gens ou d'aider lui-même dans les conditions normales. Parce que c'est de la clairvoyance, comme on peut dire que ces rêves sont du domaine de la clairvoyance. Donc elle voit des choses avant. Et elle peut bien, de ces faits, travailler pour que ça soit plus une situation qui arrive de manière instantanée, mais comme une situation qui devient permanente, et à partir de là, ça peut l'aider à aider les gens, mieux que attendre à ce que dans la spontanéité, un message arrive et puis ça se passe comme c'est. Là, dans ce cas, dans son cas actuel, c'est pas bien parce que on a tendance à rêver seulement des mauvaises choses. Bon, vous rêvez que Lucie va venir, Lucie vient. Et vous jetez les choses dehors. Vous rêvez que quelqu'un va faire l'accident, c'est votre père qui se casse le pied au cours d'un accident et tout. Pourquoi vous ne rêvez pas qu'il y aura l'argent? Ou bien un bonheur va venir par là. Donc il faut travailler. Elle, dans son cas, elle doit travailler à ce qu'elle puisse gagner à être clairvoyante parce qu'elle a des prédispositions à ça. Et là, ça va lui permettre même de court-circuiter le côté négatif de ses rêves parce qu'en fait, elle rêve négatif. Elle va donc pouvoir rêver négatif par prévision ou par prévention, du moins prédiction, je veux dire, de jouer cela. C'est-à-dire si elle rêvait qu'il va se passer un événement dans un jour ou dans 2 jours, et à le rêver une semaine avant, on peut commencer à chercher les voies et moyens pour que ça n'ait pas lieu. Tout à fait. Voilà. Alors, bonsoir au plateau. Je veux depuis un bon bout de temps savoir ce qu'implique la masturbation, du moins toute initiative qui vise à obtenir du plaisir en visualisant une personne ou une image. S'il vous plaît, nous ne prenons pas les appels pendant que nous sommes en studio. Je vais reprendre avec le message. Du moins toute initiative qui vise à obtenir du plaisir en visualisant une personne ou une image pas réelle. Qu'est-ce que ça implique sur le plan métaphysique? En quoi est-ce que ces activités sont différentes de quelqu'un qui s'endort mais se rend compte au petit matin qu'il a joui? Malheureusement, le message n'est pas signé. Bon, alors, il y a beaucoup de choses dans son message. Bon, peut-être qu'il fallait aller pas à pas, mais grosso modo, lorsque vous menez une activité nocturne, sachez que c'est quelque chose qui, pour certains, se passe par hasard. Ou alors pour un grand nombre de gens. Et ça, comme le hasard ne donne pas naissance à quelque chose, ça nécessite une interprétation. Puisque le hasard veut dire aussi qu'il existe quelque chose. Comme pour dire, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, c'est ce que je pense que la personne doit comprendre. Que les activités qui se font dans la nuit
sont le revers des activités qui se font dans la journée. Il y a des choses qui réveillent l'attention de quelqu'un dans la journée, et de même, il y a des choses qui réveillent l'attention de quelqu'un dans la nuit. Si par exemple la nuit vous travaillez, le jour vous dormez, vous allez inverser aussi vos cauchemars ou bien vos rêves. Vous serez en train de rêver dans la journée et en train de ne pas le faire dans la nuit puisque vous êtes éveillé. Mais souvent même les rêves se passent qu'en une fraction de seconde, on se retrouve en train de rêver. Hein? Quelque chose qui peut se raconter pendant 1 heure du temps, alors que vous avez eu une fraction de seconde de sommeil. Donc même en journée, vous pouvez prendre votre sieste involontaire, c'est-à-dire que vous êtes assis à votre table de travail, derrière votre table de travail, je veux dire, et puis il vous vient à rêver. Et puis quand vous sursautez, c'est pour continuer à travailler. Et vous rêvez juste un message, soit qui doit être interprété, soit que vous comprenez bien ce que ça veut dire. C'est ça. Ou que vous n'y comprenez rien, quoi. Et est-ce que la masturbation serait bien en métaphysique? Alors, cette question m'a déjà été longtemps posée. Moi, je ne suis pas d'accord que dans la vie, on s'abstienne des choses. Parce qu'il y a un phénomène biologique qui fait fonctionner le corps. Si le mouvement des yeux, des paupières, vous refusez de l'obéir, que deviendra vos yeux? Parce que c'est ça. Si vous refusez d'avaler la salive, qu'est-ce que ça va produire cela? Alors donc, il y a des phénomènes biologiques, tels que ressentir l'envie de faire l'amour, tout comme tel que avoir faim, envie de pleurer. Parce qu'il y a des fois où il y a une situation où vous forcez seulement pour ne pas pleurer. Mais pleurez. Pleurez et abandonnez l'affaire après. Pleurez normalement, pleurez. Et après, vous ne pleurez plus. Alors si quelqu'un pense qu'il va passer toute sa vie à se masturber, mais qui se masturbe? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut bien lui dire. Mais parce que les gens qui se masturbent comme ça, même quand il est marié, il se masturbe. Il peut même finir de faire l'amour avec son épouse et il part se masturber dans les toilettes. Peut-être parce qu'il ne veut plus dire à son épouse que je veux encore recommencer. Et son épouse ne lui a jamais dit ne recommence jamais. Tu veux recommencer, recommence. Bon, mais c'est en se masturbant qu'il tire le plus du plaisir. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire à ces messieurs qui s'est masturbé? C'est ça qui dégage son kundalini, c'est-à-dire qui dégage ses énergies profondes, subtiles et tout. Bon. Donc moi, je pense que c'est la réponse que je peux donner. Je n'ai pas la science totale ou infuse de toutes ces choses. Alors, je suis votre émission de Paris. Je rêve toutes les nuits vers 4 heures du matin. On vient m'imposer à manger et un homme qui vient coucher avec moi et qui ne refuse rien. Bon, pourtant, dans ma vie, je n'ai pas la fesse légère. Ceci date depuis longtemps. Dois-je m'inquiéter? C'est Adeline qui nous écrit. Bon, alors c'est des rêves à interpréter. Je crois que dans ma manière d'expliquer les choses, de ne pas être sensationnaliste, je préfère que la personne appelle aux antennes pour qu'on lui pose certaines questions. Parce que lorsque on se contente seulement à expliquer les rêves et qu'on y fait un effet excessif, alors ce ne serait pas bien. Voilà. Alors, bonsoir, j'ai perdu une copine, mais je n'arrive pas à vivre sans elle. Je ne sais pas ce qu'on nous demande de faire. Peut-être faire revivre la copine, je ne sais pas. Non, elle a raison. Elle est dans l'émotion. Et ça peut provoquer en elle des cauchemars.
Bon, qu'elle tienne bon, et surtout quand elle dort, qu'elle boive de l'eau, elle prend un petit citron, qu'elle croque le bout du citron et elle boit de l'eau avant de dormir. Et ces émotions vont passer. D'accord. Voilà. Alors, mes rêves, bonsoir, c'est Monsieur Abouem qui nous écrit depuis Yaoundé. Mes rêves font le contraire dans la réalité. Est-ce normal? Tout à fait normal. Et en même temps, il voudrait savoir si la position que l'on prend pour se coucher est liée à une relation avec les cauchemars ou le rêve. Oui. Parce que quand on est enfant, lorsqu'on est, on s'accroupit, c'est-à-dire on se couche sans étendre les pieds. Lorsqu'on rêve du moins lorsqu'il y a un cauchemar, un rêve qui vient, il revient tout le genre qu'on te poursuit. Et tu n'arrives pas à courir. Alors, lorsque tu sautes de ces rêves, tu constates que tu étais mal couché. Bon, donc, il y a aussi ces phénomènes. C'est bien que quand on fait l'émission, qu'on fasse ça de façon à ce que les gens interviennent. Parce que il faut rappeler certaines choses qui n'ont pas été relevées, soit par le jeu de questions-réponses que nous avons dans ce studio, soit dans la chronique. Bon, il y a la manière de se coucher. Celui qui qui s'endort du dos n'est pas comme celui qui s'endort de plat ventre ou bien de côté. Alors, toutes ces manières de dormir, toutes ces positions, je vais dire, sont de nature à affecter une manière de rêver. Ils peuvent même entraîner des cauchemars. Là, franchement, il fallait y arriver. Bon, il y a aussi l'état du lit. Il y a le matelas que quand vous êtes couché dedans, c'est comme si vous êtes dans une vallée. Donc, le côté droit de votre matelas est surmonté, surélevé, je vais dire, ainsi que le côté gauche. Vous êtes à l'intérieur comme dans un creux. Et si vous êtes mariés, tous les deux, vous êtes dedans. Et là, il n'y a pas question que madame commence à dire, pousse-toi là-bas, c'est quoi? Non. Vous êtes là comme si on a voulu faire une pâte d'arachide dans le feu. Bon, vous êtes couché comme ça. Alors, il faut éviter ce genre de matelas. Parce que le fonctionnement de la colonne vertébrale nécessite à ce que vous dormez de manière à ce que le matelas n'affecte pas la circulation de votre énergie du côté de la colonne vertébrale surtout. Voilà. Donc, disons que si vous le permettez, on pourrait revenir sur les positions et bien entendu l'environnement dans lequel on dort chaque nuit. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je sais que les messages, vous allez continuer, mais ne vous en faites pas. On va prendre le soin d'apporter les réponses dans la semaine. Et n'hésitez surtout pas d'appeler pour avoir peut-être des réponses directement. Professeur, un dernier mot pour conclure notre émission. Alors, un dernier mot, c'est que on va préparer une émission surprise seulement, parce que là, on n'a pas un thème à les proposer. Et les gens peuvent aller à ma page Facebook, c'est mon nom qui est porté, faire des commentaires sur des vidéos que nous plaçons à cette page. Ils peuvent aller regarder l'émission aussi sur Facebook comme ils le font sur YouTube, bien évidemment, dès le lendemain. Voilà. D'accord. Alors, j'ai été ravie de vous avoir nombreux encore ce soir à nous écouter. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas, vous aviez la possibilité de revoir votre émission sur YouTube. À mardi.